Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est gigantesque, le fleuve bleu, le Yangtze, et l'embouchure est très impressionnante. Nous sommes le 11 juillet 1405 dans le port de Longqiang avec une effervescence incroyable. Regardez là cette foule qui s'empare de la ville portuaire. Foule immense, tout le monde est là à essayer de passer. Des soldats bien sûr, des marins mais aussi des astrologues, des médecins, des juristes, des interprètes. Il y a même des lettrés qui se distinguent par leur tenue très impressionnante. Il y a là près de 30 000 hommes. 30 000 hommes qui s'apprêtent à embarquer sur des bateaux d'une véritable armada, plus de 200 navires, dont un aux dimensions titanesques qui attire tous les regards. Il domine tout, on regarde ça, c'est impressionnant. 12 mâts, vous imaginez, 140 mètres de long, 58 mètres de large, un navire qui jauge 1500 tonneaux. C'est évidemment un des plus grands navires jamais construits, le plus grand jamais construit dans l'histoire à l'époque, évidemment, et sur le pont, un géant qui est là, il fait près de 2 mètres, il crie d'une voix tonitruante, c'est lui qui donne les ordres, qui ordonne tout le monde. Son nom, Cheng He, ça s'écrit Zheng-He en français, ZH, ça se prononce Cheng He plus ou moins, c'est l'amiral des mers de l'Ouest. Quelques mois plus tôt, l'empereur Yongle, un empereur de la dynastie Ming à l'époque, l'a chargé d'une mission qui n'avait pas de précédent, faire connaître aux contrées situées au-delà de l'horizon toute la puissance de l'Empire du Milieu. Il faut insister sur cette mission très particulière. Il ne s'agit pas d'aller chercher d'ouvrir des routes pour le commerce. Il ne s'agit pas d'aller coloniser, développer une religion ailleurs. Non, non. Il s'agit de se faire connaître. On est au tout début du XVe siècle, vous l'avez bien compris. Vasco de Gama n'est pas encore né, Magellan et Christophe Colomb non plus d'ailleurs. Les Portugais n'ont même pas encore exploré les côtes de l'Afrique à bord de leurs navires, de leurs caravelles, de leurs naves. L'Inde, avec de grands guillemets, et les épices demeurent un Eldorado inaccessible à l'époque pour les Européens qui sont obligés de passer par l'intermédiaire du sultan d'Égypte. Cet homme-là et toutes ses troupes contrôlent les voies terrestres vers l'Extrême-Orient. À 10 000 kilomètres des capitales européennes, sans qu'elles n'en sachent rien évidemment, la Chine, grâce à l'amiral Cheng He, s'apprête à entrer de façon spectaculaire sur la scène internationale. On pourrait presque dire que la Chine s'apprête à découvrir le monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tout commence vraiment très au sud de la Chine, dans la province du Yunnan, où naît Cheng He en 1371. Il est tout près de la frontière birmane. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, le Yunnan a été un royaume indépendant, mais en 1271, le petit-fils de Gengis Khan, Kublai Khan, qui avait fondé le grand État Yuan, instauré la dynastie mongole qui régnera sur la Chine pendant près d'un siècle. Kublai Khan a unifié le pays et il a fait de Yunnan une province de ce nouvel empire sino-mongol. Dans cette province vit alors une très importante minorité musulmane. Ils s'appellent les Hui. Et ces Hui, sur lesquels s'appuient les Mongols d'ailleurs pour gouverner tout le sud de la Chine, ces Hui sont une population particulièrement avancée. Le père de Cheng He, qui est gouverneur de la province, appartient à une lignée de dignitaires musulmans qui se disent descendants du prophète Mahomet. Ce père, qui se fait appeler Hasi, ce qui correspond à Haji en fait en arabe, ce qui veut dire qu'il aurait accompli le pèlerinage de la Mecque, il est Hajj. Ce père à l'époque domine très bien toute la contrée. Il sait se rendre de Chine continentale en Arabie, alors que ça n'est pas simple bien sûr, il faut sans doute y sacrifier 2 ou 3 ans de sa vie à l'époque si l'on veut faire ce pèlerinage. Mais ça a été le cas du père de Cheng He. Le voyage était donc pas inconnu dans cette famille qui très probablement a répété, a rappelé les exploits de ce père qui a sans doute ouvert l'esprit de son fils. Ça c'est même très probable.
La situation bascule quand un général chinois qui s'appelle Hongwu va chasser les Mongols et s'autoproclamer empereur pour fonder la nouvelle dynastie, la dynastie des Ming. Le Yunnan est fidèle aux Mongols, il refuse de reconnaître le nouveau régime et en 1381, l'empereur envoie son fils cadet, le prince Shudi, envahir la province. Et le père de Cheng He fait partie de ceux qui vont se battre contre la nouvelle dynastie Ming. Et il est tué au cours de la campagne en question. Ce qui fait que le gamin, il a 13 ans à l'époque, est capturé et il est castré. Et oui, on va en faire un eunuque. On est au début de la dynastie Ming, dont les généraux chinois qui opèrent aux frontières ont ordre de recruter de nouveaux eunuques pour la cour impériale. Et le jeune He, qui est grand, qui est le fils du gouverneur rebelle, n'avait pas beaucoup de chance de passer inaperçu évidemment. Il va faire une recrue de premier choix pour le prince impérial Shudi et bien à ce moment-là, il devient donc eunuque. Il a été castré, Cheng He. Il va tisser des liens avec ce prince impérial d'ailleurs. Un petit mot peut-être si vous voulez sur les eunuques. À cette époque, les eunuques jouent un rôle absolument essentiel à la cour impériale de Chine. C'est une tradition qui remonte à des cours bien plus anciennes, à une époque où les eunuques étaient employés comme serviteurs au sein des parties privées du palais. Ils étaient voués au service de la maison royale et impériale et ils étaient notamment chargés de veiller sur le harem de l'empereur et c'est la raison pour laquelle ils étaient castrés. Ils sont considérés comme des serviteurs particulièrement fiables. On sait qu'ils ne peuvent pas séduire les femmes du harem, n'est-ce pas, et qu'ils ne vont pas engendrer de descendants qui pourraient menacer la dynastie impériale. C'est très important. Donc ils vont devenir des agents de confiance du pouvoir et c'est un privilège de l'empereur et des princes de pouvoir avoir comme ça des eunuques à leur service. Eunuques qui deviennent tellement importants que peu à peu ils prennent de la place au sein du palais, qu'ils deviennent les maîtres de la cour. Ce sont d'extraordinaires fonctionnaires, ce sont de grands gestionnaires, ce sont des hommes politiques, disons les choses. Et le soir venu, au coucher du soleil, quand les portes de la cité interdite se referment sur les milliers de personnes qui s'agitent dans la partie privée du palais, derrière les hautes murailles, le seul mâle complet, le seul qui ne soit pas castré à l'intérieur de ce gigantesque palais, c'est le Fils du ciel en personne, c'est l'empereur. Vous écoutez Radio Classique. Alors on a fait un peu de chemin dans le temps, nous sommes maintenant en 1398, l'empereur Hongwu est mort des suites d'une maladie, c'est son petit-fils qui lui a succédé sur le trône impérial, il s'appelle Jianwen, le pays est divisé en fiefs, il y a 25 princes qui règnent comme ça en maître chacun sur sa province, situation jugée menaçante par ce nouvel empereur qui décide de réduire les forces de ses vassaux, d'où la reprise en main qui va se confronter à la puissance du prince Shudi, justement. Celui-là même qui a maté le Yunnan et qui a pris Cheng He à son service 17 ans plus tôt. Shudi n'attend pas, il contre-attaque et après 4 ans de combat, c'est son armée qui vient à occuper Nankin. L'empereur Jiawen disparaît et le prince devient donc empereur à sa place sous le nom de Yongle. Et Cheng He, de son côté, a gagné la confiance du prince, il est devenu son conseiller principal, il a été propulsé maintenant au cœur du pouvoir impérial et il est nommé grand eunuque impérial, ce qui veut dire qu'il reçoit le titre bouddhique et très honorifique de Sanbao Taijian, ce qui veut dire le grand eunuque aux 3 joyaux. Du côté de l'empereur, on ne reste pas pour autant inactif. Yongle veut étendre son pouvoir, il lance des campagnes au nord contre les Mongols, toujours, et puis il prend au sud le Vietnam, qui était indépendant depuis près de 500 ans. Il projette de lancer des expéditions diplomatiques et commerciales un peu partout pour aller découvrir de nouveaux territoires, pour tisser des liens commerciaux. Et puis surtout, non seulement pour connaître le monde, mais pour faire connaître la puissance de son empire au monde extérieur. Et pour servir ses ambitions, il va créer un institut de langue étrangère pour former des diplomates. Il fait raser des forêts entières pour construire ces bateaux de plus en plus grands, cette flotte, cette armada gigantesque, à la tête de laquelle il va placer son homme de confiance, son eunuque, Cheng He, qui n'a d'ailleurs jamais mis les pieds sur un bateau à l'époque. Il ne faudrait pas croire que ce soit un marin de vocation.
Dès 1403, des ordres sont donnés pour que soient préparés à Nankin des jonques de haute mer et on voit les chantiers navals qui se mettent à travailler sans répit, quasiment nuit et jour avec tous les meilleurs artisans qui sont là employés. Une fois les vaisseaux prêts, armés, on les voit qui descendent majestueusement le grand fleuve bleu pour rejoindre ce port de Lujiagang dont je vous parlais près de Shanghai. Et pour cette première expédition, donc, je vous ai dit, on a recruté 30 000 personnes, des marins de métier, des militaires, et puis tous les civils, des ambassadeurs, interprètes, des scribes, des géographes, des herboristes, des médecins, des astronomes, toute une société qui prend donc le large le 11 juillet 1405. Il y a énormément de gens qui sont venus pour admirer ces bateaux trésors, les Baoshuan, ces monstres de bois qui font plus de 100 mètres de long. Déjà Marco Polo en avait parlé un siècle plus tôt. Dans ces bateaux trésors, qui portent des noms évocateurs en accord avec la mission de paix qui leur est confiée, on trouve des cadeaux à destination des pays étrangers, de la porcelaine, de la soie, des objets précieux. Alors les bateaux s'appellent harmonie pure, repos bienveillant, calme éternel. Ça, en période de tempête, c'est un peu compliqué. Lointain pur, traversée paisible, etc. 200 navires donc qui s'élancent dans la première expédition de l'amiral eunuque Cheng He, sans commune mesure avec un siècle plus tard les 17 petites caravelles de Christophe Colomb, quand il était reparti pour le Nouveau Monde après son premier voyage, qui s'était fait lui à 4 caravelles seulement, vous imaginez. C'est pas du tout les mêmes moyens, c'est pas du tout la même envergure d'expédition. Et on est bien plus tôt. On est 3 générations plus tôt. Cheng He parcourt des distances incroyables. Il marque beaucoup d'arrêts pour traiter, pour commercer avec les peuples rencontrés. Les navires chinois ne se contentent pas de traverser les mers. Partout où ils jettent l'ancre, ils impressionnent. Ils font la réputation de l'empereur de Chine et les souverains locaux qui sont émerveillés par la taille des bateaux, par leur richesse. Tous ces souverains accueillent Cheng He avec faste, comme s'il était l'empereur en personne, et certains même offrent leur allégeance symbolique à l'empereur Yongle en envoyant des ambassades à Pékin, chargées de toutes sortes de cadeaux, de présents, de tribus. En 1414, Cheng He rapporte carrément une girafe du Kenya. Ah, ça va marquer le folklore chinois, on ne l'a pas oublié, la girafe en question. Pour sa première expédition, la flotte des trésors va se rendre jusqu'au sud de l'Inde, atteindre l'île de Ceylan, que nous appelons Sri Lanka maintenant. Elle établit, cette première flotte, des contacts avec tous les royaumes qu'elle croise, et dans les années suivantes, et jusqu'à sa mort, l'amiral des mers de l'Ouest va mener comme ça 6 expéditions de plus. En tout, il y en aura 7. On va au Siam, à Malacca, donc je vous l'ai dit, à Ceylan, mais aussi dans le golfe Persique, où l'amiral fait un détour par la Mecque pour accomplir le pèlerinage. N'oubliez pas qu'il est musulman. Il en profite pour explorer les côtes de l'Afrique orientale jusqu'à Zanzibar. Les 7 expéditions vont l'occuper. Pas pendant 3 semaines, évidemment, ça va durer 28 ans. Et il faut lire sur ce sujet le très beau livre de Gavin Menzies qui s'appelle 1421, l'année où la Chine a découvert le monde. Alors il y a des pirates partout sur ces mers, il faut arriver à les défaire. Et puis au besoin, il faut détrôner des rois locaux lorsqu'ils ne se montrent pas suffisamment accueillants pour les ambassades somptueuses de l'empereur de Chine. Pour autant, on ne colonise pas. Les Chinois ne sont pas du tout dans une approche de conquête et de colonisation. Le bilan, il va être immense. C'est un bilan de diplomatie, un bilan de commerce et surtout de culture. Au-delà des échanges commerciaux et diplomatiques, en effet, ces voyages ont été pensés comme une simple démonstration de la puissance chinoise. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'empereur Yongle a survécu à bien des difficultés, il a pris le pouvoir, il a refondé plus exactement la dynastie, mais il vient à mourir Yongle en 1424, c'est juste après l'expédition, la nouvelle expédition qu'il a menée contre les Mongols dans le nord du pays, juste avant en fait la 7e expédition de Cheng He. C'est son fils, Hongxi qui va monter sur le trône. Alors lui n'est pas du tout favorable à ce genre d'expédition dont il voit le coût
dont il mesure parfaitement la charge, mais dont il n'arrive pas à mesurer les bienfaits et les bénéfices. Et donc, il n'est pas favorable aux expéditions maritimes, ce nouvel empereur Hongxi, qui va mettre un terme au voyage de Cheng, que l'on nomme défenseur de Nankin. Vous imaginez quand vous avez fait combien de fois le tour du monde sur les plus grands navires qu'on puisse imaginer, se retrouver gouverneur de Nankin, c'est moins amusant. Hongxi ne va d'ailleurs pas régner longtemps, puisqu'après 9 mois, le nouvel empereur disparaît à son tour, et c'est son fils, Xuande, qui monte sur le trône. À ce moment-là, Cheng He, qui est usé, si j'ose dire, par cette vie en mer, par toutes ces difficultés. Il a 62 ans seulement, mais l'amiral de la flotte de l'Ouest va être autorisé à repartir. On est là en 1430, 9 ans après le départ de la 6e expédition. Ce sera donc la 7e expédition, la plus importante, la plus spectaculaire de toutes et celle qui va aller le plus loin. Mais vous aurez bien compris que cette 7e expédition, c'est aussi la dernière. Cheng He ne reverra jamais la Chine. En 1433, alors qu'il est encore plus malade que lorsqu'il était parti, il va, alors qu'il est déjà sur le chemin du retour, probablement au large de Calicut sur les côtes indiennes, il va finir par mourir. Et avec lui, ce sont les grands voyages chinois qui disparaissent. C'est la fin d'une ère, c'est le terme d'une grande époque. On rentre en Chine avec ce qui reste, évidemment, avec tous les navires, et puis la flotte, qui ne servira plus désormais. La flotte va être bientôt démantelée. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est difficile de savoir pourquoi les Chinois se sont arrêtés en si bon chemin, et alors même que, encore une fois, ils étaient pionniers à l'échelle planétaire, les Portugais, les Espagnols, plus tard les Hollandais, les Anglais, et plus tard encore les Français, n'avaient pas encore lancé leurs grandes expéditions. Pourquoi cet arrêt ? Est-ce que c'est du fait de ce que ça coûtait ? C'est vrai que le coût était faramineux pour la cour de Chine. Et puis, c'est vrai qu'aussi, la Chine est en guerre à l'époque. Il lui faut subir de nombreux assauts sur ses frontières nord, notamment des assauts des Mongols. Et ça suppose la reconstruction d'une grande fortification dans tout le nord du pays. Et c'est ce qu'on appellera la Grande Muraille de Chine, bien entendu. Et est-ce que la Grande Muraille a eu raison des dépenses pour la flotte ? C'est une possibilité. En tout cas, c'est une des explications. L'autre explication, c'est que le régime est en train de devenir mandarinal, avec une centralisation extrême du pouvoir qui décourage beaucoup l'initiative. La découverte de nouveaux territoires, de surcroît, pourrait révéler les contradictions de la cosmogonie chinoise. Et parmi tous ceux qui, à la cour, développent la pensée confucéenne, on n'a pas très envie de voir remis en cause les grands fondements, les grandes certitudes sur lesquelles sont assis les éléments fondateurs de la culture chinoise. Après tout, peut-être que la Chine, centre du monde, avec son empereur, centre de la Chine, pourrait être remise en cause si l'on découvre qu'il existe d'autres cours, d'autres pays très développés ailleurs dans le monde. Et puis, encore une fois, avec l'influence de ces mandarins, de ces lettrés confucéens qui sont tout à fait favorables au plus grand conservatisme et à l'isolationnisme le plus parfait, on ne peut pas dire que tout ça soit très favorable au développement de la marine et des expéditions. Il y a une nouvelle classe sociale aussi qui est en train de s'enrichir, celle des marchands, de la bourgeoisie citadine. Et il est probable que ces marchands aient vu l'arrivée éventuelle de marchands étrangers comme une concurrence qui ne leur aurait pas plu. Et ils n'ont pas permis qu'émerge une classe de marchands qui, eux, seraient des marchands d'échange, de négociants avec l'extérieur, comme ce sera le cas évidemment avec les grandes compagnies des Indes et avec les grandes compagnies occidentales. Bref, tous ces éléments poussent la Chine à se fermer au monde. Et en l'an 1500, il y a cet édit impérial qui désormais va interdire à quiconque, sous peine de mort, de construire un navire de plus de 2 mâts. On est loin de ces gigantesques vaisseaux. C'est terminé. 1 an plus tôt, puisqu'on est en 1500, Vasco de Gama avait touché la côte de l'Inde, et la flotte au trésor chinoise n'était déjà plus qu'un lointain souvenir. Les grandes découvertes ne seront pas chinoises, elles seront bien européennes. Et pourtant, à Mombasa, comme à Aden, à Malacca, Cheng He, qui a précédé de plusieurs décennies les explorateurs européens, a laissé une claire mémoire. Il est celui qui aura
projeté la Chine hors d'elle-même, celui qui aura repoussé les horizons confucéens. C'était pas suffisant. Les lourdes, les gigantesques portes de l'Empire du Milieu se sont refermées déjà sur une civilisation qui, pour 4 siècles, et sans s'interdire bien sûr de ponctuelles incursions hors de ses frontières, qui ne cherchera plus qu'en elle-même de quoi renouveler ses perspectives. Vous écoutez Radio Classique.